Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Foot US, premier match de la saison pour les Templiers d'Élancourt ce week-end dans le championnat de 2e division. Et les Élancourtois se sont inclinés contre les Léopards de Rouen. Les détails dans ce 7-8 Sport. Football ont joué sur les terrains de 2e division de district. Plaisir et Rambouillet se sont séparés sur un match nul spectaculaire avec des rebondissements. Le résumé à suivre. Course à pied, le parcours de l'Écotrail de Paris a été dévoilé la semaine dernière depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Plusieurs courses sont au départ des Yvelines, dont un 80 km. Plus d'informations à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 60. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle pour le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. L'Open de France sera bien organisé dans les Yvelines du 2 au 5 juillet. Un temps pressenti pour être déplacé dans le sud de la France sur le golfe de Terre-Blanche dans le Var. Les organisateurs de l'European Tour ont finalement décidé de confirmer le site yvelinois. Jean-Loup Charon, le président de la Fédération française de golf, s'est félicité de cette décision chez nos confrères de l'équipe. La dotation de l'événement ne devrait pas dépasser les 2 millions d'euros. L'Open de France est organisé à Saint-Quentin en Yvelines sans interruption depuis 2002 et devrait le rester au minimum jusqu'en 2023. Un mot de foot US à présent. Le complexe sportif Europe à Élancourt attendait ce match depuis plusieurs mois. Les Templiers d'Élancourt étaient de retour sur les terrains ce week-end. L'occasion de jauger les ambitions du club dans cette 2e division et le nouvel effectif. Des images de Marilène Yapichino, un montage de Romain Ruspini. Les Templiers d'Élancourt ont repris la compétition ce samedi 18 janvier. Les Élancourtois accueillis au complexe sportif Europe les Léopards de Rouen. L'occasion pour les joueurs yvelinois de montrer les muscles et le potentiel de l'équipe dans cette 2e division. Comme tout championnat, bien débuté, quoi. Mais dans un bon rythme, dans une bonne dynamique pour bien débuter la saison, quoi. C'est important de bien commencer, donc voilà, commencer par une victoire, ce serait bien pour la suite des événements, on va dire. Mais le match ne tourne pas en faveur des Élancourtois. Les joueurs locaux sont dominés et perdent la partie sur le score de 22-9. L'objectif de monter en fin de saison n'est pas encore remis en question, mais les joueurs devront trouver rapidement des automatismes pour remporter des victoires. Il y a un mélange d'anciens et de juniors qui sont issus des sections jeunes, qui viennent épauler, qui font leur première saison en senior. Donc ça change un peu, donc voilà, il faudra un temps d'adaptation. Et voilà, quoi, il faut qu'après, je pense que quand ils auront pris leur marque, ils pourront bien apporter à l'équipe, quoi. Les Templiers joueront leur 2e match de la saison le samedi 1er février contre les Myrmidons de Savigny-le-Temple, toujours à domicile. Une équipe qui a remporté son premier match de la saison contre Nantes. On continue par du soccer, enfin du football. Trappes jouait ce week-end contre Ozoir à l'extérieur à l'occasion de la 11e journée du championnat de Régional 2. Et les trappistes se sont inclinés sur la plus petite des marges, 1-0. Résultat qui n'arrange pas les joueurs d'Hicham Zerdi. Trappes est toujours 10e sur 12 équipes engagées et flirte avec la relégation. On jouait également sur les terrains de première division de district. Ardricourt s'impose 3-0 face à Voisin. Même score pour Maurepas face au Chénet. 2 partout entre Aubergenville et Sartreville. 2 partout également entre Lepec et Bois d'Arcy. Enfin, Carrière, Grésillon et Houille font match nul 0-0. Le championnat est toujours dominé par Gargenville et Maurepas. Toujours du football, un étage en dessous dans le championnat de 2e division de district. Match nul et spectaculaire entre Rambouillet et Plaisir. Les deux équipes yvelinoises se sont séparées sur le score de 3 buts partout. Le résumé du match. Ce dimanche 19 janvier, les Jaunes de Plaisir recevaient les Verts de Rambouillet, 2 équipes à la lutte pour le maintien en D2 de district. Après quelques minutes d'observation, les Rambolitains ouvrent la marque, mais Plaisir revient au score grâce à ce tir en angle fermé. 1 partout. Un électrochoc pour les visiteurs qui arrivent à marquer 2 fois avant la mi-temps, 3-1 pour Rambouillet à la pause. Aujourd'hui très réaliste, 4-5 occasions, 3 buts. Voilà, il faut s'adapter tous les dimanches au match. Aujourd'hui on s'est bien adapté, on a réussi à concrétiser ce qu'il fallait, c'est parfait. Un peu compliqué, tactiquement derrière on n'était pas trop en place. Du coup on a laissé un peu d'espace, ils ont pu trouver en profondeur dans notre dos. Et clairement on n'est pas rentré dans le match comme il fallait. Les efforts n'y étaient pas, que ce soit devant, derrière, au milieu de terrain. Un non-match jusqu'à présent. En 2e période, Plaisir revient avec de meilleures intentions, le bloc défensif est plus haut et c'est grâce au coup de pied arrêté que les joueurs plaisirois vont revenir au score. 2 corners décisifs, 3-3 à 15 minutes de la fin du match. Malgré quelques situations dangereuses, les 2 équipes se séparent sur un match nul spectaculaire. Je pense qu'on aurait pu gagner. Très franchement, en tout cas c'est le sentiment que j'avais sur le banc de touche. Maintenant, compte tenu de la physionomie du match, je le répète, le score nul reflète quand même
je pense, la physionomie du match. Deuxième mi-temps, le discours c'est de pas flancher justement, ils vont rentrer avec d'autres intentions un peu plus costauds, gagner les duels et c'est ce qui s'est passé. On peut espérer gagner le match, je pense pas qu'ils puissent gagner le match mais le match nul n'est pas immérité et c'est pas mal. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dans la course au maintien. Rambouillet toujours 9e du classement et Plaisir 10e. La prochaine journée est programmée ce dimanche 26 janvier. Un mot de basket dans le championnat de National 3. Trappes s'est facilement imposé sur le terrain de Rouen ce week-end. Le score 90-70. De son côté, le Chénet Versailles s'est incliné sur son parquet contre Saint-Thomas Basket Le Havre 76-72. Enfin, Marly-le-Roi remporte sa première victoire de la saison contre Fécampoise. Au classement, Trappes est 3e, le Chénet Versailles 4e et Marly-le-Roi dernier. Chez les féminines, en National 2, le Chénet Versailles a également connu la défaite. Les filles de Vinko Bardic se sont inclinées sur le terrain de Dunkerque sur le score de 75-69. Cette défaite est un coup d'arrêt. Les Chénésiennes restent tout de même dans le top 4 du championnat après 13 journées à disputer. Du rugby maintenant, direction la Fédérale 2. Plaisir est passé tout proche de l'exploit. Les Plaisirois qui luttent pour leur survie dans cette division se sont inclinés dans les tout derniers instants de la rencontre contre le leader marquois. Le score 16-14, une occasion manquée pour le club. Les joueurs de Sébastien Roncalli pointent maintenant à une inquiétante avant-dernière place. On écoute justement l'entraîneur au micro de TV 78. Très très proche parce que on loupe 6 points au pied qui sont quand même dans les cordes de nos buteurs. Bon après eux, ils en ont loupé aussi et il y a plusieurs petits détails qui nous coûtent encore une fois la gagne malheureusement. Maintenant ça reste un très bon résultat face au premier, face au leader de cette poule qui est vraiment bien armé donc on est quand même on va essayer de rebondir positivement encore une fois malgré tout. Toujours en rugby, dans le championnat de division honneur, l'Union Rugby Centre 78 n'a pas réussi à s'imposer sur le terrain de Montesson-Château. L'URC 78 s'est incliné 27-13, mais reste 5e du classement sur 10 équipes engagées. Enfin, en Fédéral 3, on jouait la 13e journée. Versailles est revenu de son voyage à Sucy avec une victoire. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés assez facilement 42-23. Une victoire qui leur permet de rester à 4e du championnat à seulement 4 points du deuxième Gretz tournant. Versailles jouera ce dimanche contre Bobigny pour un choc en haut du classement. On continue par du rugby. Lundi dernier, le Rugby Club de Versailles a signé officiellement une convention avec le lycée Jules Ferry pour la création d'une section rugby dans l'établissement scolaire. Pour en savoir un peu plus, nous recevons sur ce plateau Nicolas Taluot, le responsable de la section, professeur d'EPS et entraîneur au RC à Versailles, et Alexandre Lemaire, entraîneur cadet au RCV et intervenant sur la structure. Bonsoir. Alors, depuis quand a été pensé ce projet, Nicolas ? Ça fait 2 bonnes années qu'on travaille dessus, qu'on réfléchit dessus et on a enfin réussi à concrétiser le projet lundi dernier avec une signature officielle avec le RCV de lycée. Alexandre, est-ce que c'est un projet inédit ? Oui, c'est inédit parce que c'est vrai que dans les Yvelines, il n'y avait aucun lycée qui avait de section. Donc là, c'est le premier lycée qui a une section. Il y a plusieurs collèges, mais c'était inédit d'avoir un lycée pour la continuité des collèges. Justement, pourquoi le lycée Jules Ferry ? Ça permet aux jeunes Versaillais de continuer leur formation entre le rugby et la scolarité. Et puis ça fait un lien avec le collège Apollinaire de Plaisir qui permet à ces jeunes élèves de poursuivre scolarité et rugby. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, il y a 3 heures de rugby sur le terrain, 1 heure en salle, soit pour le renforcement musculaire, soit sur la formation sur l'arbitrage, plus 2 heures encore en lien avec aussi l'UNSS qui permet donc de totaliser 5 heures. Donc 5 heures au total, plus au RCV également quelques heures supplémentaires. Ça fait une dizaine d'heures par semaine, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont aussi inscrits au RCV. Donc c'est complémentaire par rapport au travail qui est fait à la section. 10 heures au total par semaine. Est-ce que ça permet de progresser ? Ça permet de progresser. On voit déjà certains joueurs qui progressent bien. On les voit au club parce qu'on en a donc 7 qui ont signé aussi au RCV. Donc on voit une réelle continuité, une réelle progression. Alexandre, est-ce qu'on progresse plus vite, justement ? Oui, on progresse vite parce qu'on a plus de temps de pratique, on a plus de temps de technique individuelle, plus de temps sur la tactique. Et donc ça fait que la vision, la technique, la vitesse d'exécution s'améliore à force de répéter les entraînements, d'avoir toutes ces heures, ça permet vraiment d'améliorer le niveau.
Alors la section est ouverte depuis septembre dernier. Tout à fait. Il y a eu la signature officielle lundi dernier, mais la section est ouverte depuis septembre dernier. Quels sont les premiers retours justement? Les retours sont très positifs parce que étant tous les deux coachs au RCV, on voit des progrès dans nos joueurs et dans nos équipes. Les 7 joueurs qui sont à la section sont titulaires dans notre équipe cadet. Et après, on voit aussi pour certains élèves une amélioration au niveau scolaire, au niveau de la concentration, de la rigueur, la progression au niveau de l'autonomie, gestion des devoirs et des entraînements. Donc un retour pour l'instant plutôt positif. C'est ouvert à qui? Aux filles et aux garçons? Oui, c'est ouvert à aux tout le monde filles et aux garçons. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de filles, mais... C'est un objectif sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Donc je fais un appel à toutes les jeunes joueuses du coin qui s'ils veulent connaître cette aventure et puis s'investir dans le rugby, dans les études, la porte est grande ouverte. Comment on fait justement pour s'inscrire sur cette section? Donc il y a un dossier à monter, à nous fournir avec l'aide de motivation, les bulletins scolaires de 3e ou de seconde si jamais ils veulent rentrer en première directement. Et après il y a une journée de détection sur le terrain où on juge aussi le niveau rugbystique. On est d'accord, il faut avoir également des bonnes notes à l'école, pas seulement être bon au rugby. Il faut avoir également des bonnes notes à l'école. C'est clair que c'est d'abord, avant tout, un projet éducation nationale. Donc on ne mettra jamais les élèves en péril au niveau scolaire. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que ça va apporter au lycée et au rugby club de Versailles? Alors pour le rugby club de Versailles, ça apporte de la visibilité. Le fait d'être dans un lycée, c'est quand même assez important, parce que comme c'est une première, c'est vrai que ça apporte de la visibilité pour le club. Ça a aussi une attraction de joueurs qui ne seraient pas forcément venus au rugby club de Versailles, mais qui sont attirés par ce club. Comme on le disait, il y a 7 joueurs qui n'étaient pas de Versailles, du rugby club de Versailles, qui sont venus grâce à la section. Et c'est aussi un pari sur l'avenir, parce que le rugby aujourd'hui, il y a un manque de licenciés. Disons qu'on sait qu'il y a des licenciés qui se perdent, même si à Versailles on est un très grand nombre de licences. C'est vrai que ça, le fait d'avoir cette section, ça permet aussi de se dire qu'on a un pied vers le rugby scolaire et que donc du coup on peut vraiment avancer sur cette voie-là. Est-ce qu'on pense également à l'équipe senior? On l'a vu précédemment, il y a des bons résultats sur cette équipe senior qui évolue en Fédéral 3. Est-ce qu'un jour, ces jeunes pourraient un jour intégrer cette équipe? C'est clairement un aussi des objectifs sportifs, c'est-à-dire de permettre, et donc en lien avec le centre de perfectionnement que Jean-Maurice Oulouma est en train de créer. Je suis adjoint au centre de perfectionnement, donc j'ai un regard dessus. Et c'est vraiment un axe fort sur lequel on veut travailler, c'est-à-dire lier la section avec le centre de perfectionnement pour continuer de former au mieux nos jeunes et d'intégrer l'équipe senior le plus tôt et puis avec des éléments très, très efficaces. Est-ce que le rugby est une bonne école pour les lycéens? Ah bah oui, complètement. C'est des valeurs de respect, c'est des valeurs justement de sérieux qui sont tout à fait complémentaires avec les études. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça sera ma dernière question. Avec cette section. Qu'elle perdure. Voilà, c'est ça, qu'elle perdure. Et puis que je répète, que les jeunes filles n'hésitent pas à venir intégrer et faire partie de l'aventure. De plus en plus d'élèves également. Exactement, tout à fait. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite un long partenariat entre le RC Versailles et le lycée Jules Ferry. On va maintenant parler des jeunes sportifs qui vont marquer cette année 2020. Pour connaître ces futures pépites, nous recevons sur ce plateau Grégory Canalet, journaliste sur TV78. Bonsoir Grégory. Bonsoir Mickaël. Alors, il y en a bien sûr des dizaines à suivre, mais vous en avez sélectionné 5. On commence votre top 5 par du basket. Retenez bien son nom, Victor Wembanyama, le basketteur originaire des Yvelines, joue actuellement à Nanterre. Il a 15 ans et mesure, tenez-vous bien, 2,18 m. C'est un beau bébé, comme on dit dans le jargon. Bébé, effectivement. Et il n'a pas encore atteint sa taille définitive. Le sportif a débuté au Chesnay Versailles. Victor a un profil qui lui permet d'être surclassé depuis ses débuts. Il a participé à l'Euro avec les Bleuets, il les a emmenés jusqu'en finale. Ses statistiques, 9 points, 9,6 rebonds, 5,3 contre. Le basketteur a également fait ses débuts en pro contre les Italiens de Brescia en Eurocup et il a joué 32 secondes. Il y a également des pistards de l'équipe de France dans votre liste.
On la connaît depuis un petit moment, Mathilde Gros, la pistarde de 20 ans qui s'entraîne au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Elle bat tous les records de précocité, elle est notamment double championne d'Europe du keirin et elle sera l'une des têtes d'affiche de la délégation française au JO de Tokyo cette année. Autre pépite du cyclisme sur piste, Sébastien Vigier, d'origine essonnienne. Il s'entraîne également au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il a 22 ans, le sportif a déjà remporté l'argent en vitesse par équipe au championnat du monde en 2019 et le bronze les 2 années précédentes. Sébastien Vigier qui a également remporté le bronze en 2018 en vitesse individuelle. Il devrait faire les Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Une espoir également dans le triathlon. Une triathlète à suivre dans les Yvelines, Cassandre Beaugrand, la sportive de 22 ans, licenciée à Poissy, a déjà été championne de France courte distance. Elle est également championne de France, d'Europe et du monde en relais mixte avec l'équipe de France de triathlon. Cassandre a déjà participé au JO de Rio en 2016. Elle a été 8e du classement mondial en 2019 et sera probablement cet été au JO de Tokyo. Enfin, on termine par un pilote automobile, Jimmy Elias. Le Guyancourtois a été à 7 ans et 10 mois le plus jeune champion de l'histoire du sport automobile sur mini-kart. Il est aujourd'hui chez l'équipe Tony Kart. Il vient de re-signer à 11 ans. Aujourd'hui, il continue à enchaîner les bonnes performances avec son équipe et fait partie des pilotes les plus suivis en Europe. Le pilote participera cette année au championnat Mini 60 géré par la FIA, la Fédération internationale automobile, qui regroupera les meilleurs pilotes mondiaux. Il va notamment faire des courses en Italie. On sait que c'est un très beau berceau, un berceau du circuit automobile mondial d'Italie. Merci Grégory pour toutes ces précisions. Des futures pépites participeront peut-être également à l'Éco-Trail de Paris cette année. Le trail fêtera cette année sa 13e édition. L'épreuve qui sera organisée au mois de mars relie chaque année les Yvelines au premier étage de la Tour Eiffel. Au programme 5 distances, dont un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La conférence de presse était organisée ce jeudi 16 janvier. Nous étions sur place. L'Éco-Trail de Paris, l'une des courses les plus importantes en Île-de-France. Cette année, 14 000 personnes se sont inscrites pour l'épreuve. La conférence de presse avait lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Cette année, l'Éco-Trail proposera 5 formats, les distances 10, 18, 30, 45 et un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 80 km, c'est beaucoup, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant. On part du domaine de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec un territoire et des parcours qui passent par Buc, Versailles et autres. C'est exigeant, c'est des montées, c'est des descentes, c'est des changements de rythme et c'est de la distance. Donc oui, il faut de l'entraînement. Il y aura une touche de glamour sur cet Éco-Trail. 4 Miss France vont gravir les marches de la Tour Eiffel pour l'association Les Bonnes Fées. Cette année, nous avons Vaïmalama Chavez, Maëva Cook et Marine L'Orphelin et une 4e encore qui est en train de se motiver. Franchement, c'est bon enfant, on le fait vraiment pour notre association. Grâce à l'argent qu'on va pouvoir récolter cette année, on va pouvoir financer 150 écrins d'effets. Ce sont des sacs qu'on distribue dans des maternités à des femmes dans le besoin. La course comprend également plusieurs partenaires dont le département des Yvelines. Les 2 épreuves principales, celle du 45 et du 80 km, partent des Yvelines, respectivement du château de Versailles et de la base de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis aussi parce qu'il y a des valeurs partagées avec l'Éco-Trail concernant le domaine du développement durable. La 13e édition de l'Éco-Trail, ce sera donc le 14 mars prochain, départ depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Éco-Trail sera donc l'un des rendez-vous phares de cette année 2020 dans les Yvelines. Des sportifs locaux vont participer à ce rendez-vous et ne le manquerez pour rien au monde. Fabien Parmentier de Montigny-le-Bretonneux participera à sa 13e édition et s'élancera sur le 80 km. Cet événement ne fait pas peur à cet ultra-trailer qui a déjà testé ses limites sur de nombreuses épreuves. Nous lui avons posé 3 questions. J'ai commencé les courses pour garder la forme, j'avais plus assez de temps pour m'investir dans un club, notamment un club de sport collectif, donc il a fallu que je trouve un sport individuel et la course à pied, donc ça m'a permis effectivement de marier mon emploi du temps de sportif avec mon emploi du temps professionnel. Donc la course était vraiment par praticité.
Mon meilleur souvenir, c'est le rêve d'ultra trailer que je me suis mis dans la tête en 2011 et notamment ça a été quelques années après, donc en 2015, être finisher de mon premier ultra trail du Mont Blanc. C'est quelque chose qui me fait rêver et donc j'ai réussi à passer ce cap-là une première fois en 2015, en 2017 et je vais reproduire ça, je l'espère, en 2020. Mes futurs objectifs, c'est déjà terminer mon 13e Eco-Trail et puis pourquoi pas plein d'autres par la suite. Et puis donc à court terme, en 2020, donc je sais que je vais participer au prochain Ultra Trail du Mont Blanc. Et une nouvelle fois, c'est essayer d'améliorer un petit peu mon chrono de 35 heures pour faire le tour du Mont Blanc. Et après, beaucoup d'autres courses encore qui peuvent me faire rêver tant que mon corps me permettra de les faire. On passe maintenant à notre page agenda. Dans cet agenda du volleyball, pour commencer, c'est officiel et ce sera une première. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va organiser une rencontre de première division Ligue A. Le match est programmé le 28 mars prochain dans la structure et il opposera les clubs de Tours et de Paris, deux des plus gros clubs de France. Objectif, faire salle comble avec 5500 spectateurs et ainsi dépasser le record d'affluence pour un match du championnat de France détenu par Toulouse avec 4223 spectateurs en 2011. On va maintenant parler d'un rendez-vous annuel dans les Yvelines, la 85e édition du Paris-Versailles-Mantes est programmée ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Au programme 4 parcours de marche nocturne dont un 54 km. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous devions recevoir les organisateurs. Ils n'ont finalement pas pu venir à la dernière minute, mais nous pouvons compter sur un courageux Patrick Saussard, un Yvelinois qui va participer à un 54 km. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors Patrick, vous n'êtes pas un novice, puisque vous avez déjà participé à plusieurs Paris-Versailles-Mantes. Vous êtes un marcheur aguerri, on peut le dire. Depuis quand vous participez à ce rendez-vous ? Eh bien, ce sera mon 29e rendez-vous. J'ai fait 28 Paris-Mantes de 54 km et un Saint-Denis-la-Bretèche Mantes de 38 km. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire ? Ce qui m'a poussé, à l'origine, c'est le côté, je dirais, spécial de l'épreuve, à savoir qu'on part à minuit. Et déjà marcher la nuit, c'est pas évident, parce qu'on est mieux au lit ou à d'autres endroits. Je vous rappelle, le départ est à minuit de Versailles. Voilà, le départ, tout à fait. Et d'autre part, c'est se lancer un défi, se dire une fois par an, on est capable de faire ces 54 km, parce qu'il faut gérer la nuit, le lever du jour, et puis bien sûr la distance. Et ça m'a beaucoup plu. Le premier était compliqué, et bien sûr, au fur et à mesure qu'on a l'habitude, qu'on a l'entraînement, je dirais, ça devient de plus en plus simple. Et d'autant plus lorsqu'on connaît le parcours, c'est vraiment un avantage. Justement, les parcours, il y en a plusieurs. 4 parcours, un 54 km au départ de Versailles, un 39 km au départ de Bennes, un 22 km depuis Maule et un 12 km depuis Jumeauville. Pourquoi avez-vous choisi le 54 km ? Parce que 54, c'est compliqué. Ah oui, tout à fait, c'est le prestige. Je dirais que les autres parcours sont très bien pour s'entraîner. Et d'ailleurs, je conseillerais à une personne qui hésite un petit peu de faire le parcours des 38 km, c'est ça 39 km. Et après, si tout va bien, de faire celui de 54. Mais une personne qui marche normalement à longueur d'année, qui a l'habitude, qui fait partie d'un club de marche, peut, à mon avis, faire Paris-Mantes les 54 km sans grosse difficulté. Par contre, je dirais qu'il ne faut pas non plus aller au-delà de ses capacités physiques, parce que ça reste une randonnée, ce n'est pas une course, et il faut que ce soit un plaisir. Quel est votre meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir, c'est que c'est l'année où il faisait un temps vraiment très très compliqué. Sur le plateau Isabelle-le-Roi, il y avait la neige, du verglas, et lorsqu'on m'a donné la médaille, j'avais l'impression d'avoir eu vraiment un cadeau splendide, alors qu'en fait, c'était pas... Mais je l'avais fait, et je crois que je pense que ce qui est important dans ce Paris-Mantes, dans les 54 km, même dans les autres parcours, c'est de se faire un plaisir en marchant et en se disant on ne fait pas ça tous les jours. Alors ce week-end, il devrait faire froid, à peu près 5 degrés. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse froid tout à fait. Ou humide, avec un peu plus de chaleur? Il faut mieux qu'il fasse froid, parce que lorsqu'on a les conditions sont idéales, du coup, avec 5 degrés. Tout à fait. Lorsqu'on marche, on n'a pas froid du tout, il suffit de bien se couvrir. Et honnêtement, même des fois, en marchant bien à une vitesse, disons, à un bon pas, on n'a absolument pas froid du tout. Alors que lorsqu'il pleut... Vous marchez à combien de kilomètres heure ? 6.
6 km/h. 6 km/h. En moyenne, je fais 9 heures. Quand j'étais plus jeune, je faisais 8h30. Et en moyenne, c'est 9h, 9h30. Je pense que c'est la grande... c'est dommage que les ordinateurs ne sont pas là parce que je pense qu'ils auraient pu nous confirmer qu'entre 9h et 10h, c'est là où le gros de la bataille arrive. Alors, bien sûr, on peut faire beaucoup moins. 3500 participants, je le rappelle. Oui, 3500 en global. Au global. Tout à fait en global. Mais c'est vraiment très bien. J'encourage les gens à le faire parce que c'est au moins une expérience à faire, à tenter. Et c'est vraiment une très bonne épreuve. Quels sont les moments clés? Alors, les 54 km. Les moments clés, le ravitaillement. Alors, le départ, déjà, c'est parce que le départ, il y a une ambiance qui est déjà, je dirais, un peu... les gens sont excités, ils veulent partir, parce que souvent le départ est à minuit. S'il y a beaucoup de monde, des fois on attend 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, les gens veulent partir, et il y a un peu d'affolement. Et le ravitaillement, il est à mi-parcours, aux Alluets-le-Roi. Et puis bien sûr l'arrivée, le plus beau cadeau c'est l'arrivée, mais je crois que quand on a fait plusieurs paris-montes, l'arrivée, quand on arrive à 50 km, on sait qu'on n'a plus que 4, donc le plus gros est fait. Merci d'être passé sur ce plateau. Patrick, je vous rappelle la date de ce Paris-Versailles-Mantes à la marche sera dans la nuit de samedi à dimanche au départ notamment de Versailles pour le 54 km. Si vous voulez vous inscrire, et il reste encore quelques places. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.